Vous écoutez, vous regardez la web TV Étoile du Cœur jusqu'à 19h15 en direct. Charles Anthony, écrivain, homme de théâtre, auteur, éditeur et corse aussi. Évidemment, on vient tous de quelque part, Hmm. non? Mais c'est pas parce que je suis corse que je ne considère pas la langue française, la culture française. Pour moi, c'est une des plus grandes, bien évidemment. Je ne, bien sûr, j'accepte ma culture corse, évidemment, mais c'est pas pour ça que je n'accepte pas la culture française, qui est au niveau littéraire, au top niveau, et que malheureusement, euh, beaucoup ne défendent plus à l'ère actuelle. Ils ont envie que l'anglais prenne le dessus. Hmm. Alors, c'est un peu dommage, parce que à quoi a servi Jeanne d'Arc, finalement, hein? Si elle a existé. Et peu importe, oui, mais enfin, bon, elle aurait chaussé les Anglais dehors, Hmm. à cause de l'évêque Cochon, si elle est morte, hein. Tiens, à propos de cochon, Oui. c'est dans ton actualité, cochon. Ben, j'ai tourné un film, effectivement, qui s'appelle M'a-t-on dit Jeanne Future. avant que tu arrives. Oui, oui, c'est un gars qui m'a demandé. Hmm. Et en voix off, effectivement, dans le film, je fais l'évêque Cochon. Mais bon, on est acteur. C'est ça que tu voulais me dire? Hmm. Oui. Ça te manque le fait Je... d'être Non, devant une caméra? Parce que tu es non. très à l'aise, je te regarde, là, j'ai un Devant une témoin de caméra, contrôle. ça Ouais. va. Ce que j'ai toujours refusé, parce que bon, moi je suis plus dans le domaine, si tu veux, hein. Ça fait longtemps. Mais de temps en temps, des gens sont venus me voir. Par exemple, ce petit gars, c'est un petit jeune qui voulait faire Jeune Future. Et puis, il m'a téléphoné, mais tout à fait pour autre chose, pour l'édition. Et quand il m'a entendu au téléphone, bon, il m'a demandé si j'étais prêt à faire la voix dans le film tu vois, voilà. Après, il y a d'autres gens qui sont venus. Par exemple, on m'avait proposé le rôle du prophète, tu sais, de Khalil Gibran. C'est un personnage extraordinaire. Et j'ai refusé. Pourquoi? C'était au théâtre, et au théâtre, je ne veux plus jouer tous les soirs. Tu vois, je ne suis pas fait pour ça. Tu vois, si tu as des gens comme Perrier, par exemple, eux, ils pouvaient jouer tous les soirs de l'année. Moi, j'en pouvais plus de jouer tous les soirs de l'année. Je suis pas fait pour ça. Par contre, le cinéma, j'étais d'accord. Je lui avais dit d'ailleurs, si tu fais un film de ça, je dis tout de suite oui. Voilà. Mais ça ne s'est pas fait. Il a fait la pièce qui a eu beaucoup de succès, auquel je ne jouais pas. Après, on est venu me voir pour un rôle, effectivement, un rôle principal pour un film, et malheureusement, j'ai dit oui là, mais le film ne s'est pas fait. Hmm. Et puis, voilà. Et puis récemment, on vient de m'appeler là. Enfin, j'ai vu un gars, il a entendu ma voix aussi, et donc il va monter. C'est intéressant ça, un audio d'un bouquin qui va sortir en français et qui était sous le boisseau pendant 70 ans aux États-Unis, d'un gars qui s'appelle Napoléon Hill. Tu as entendu parler? Non. Bon, c'est un des premiers qui a fait ce qu'on appelle euh, le succès, tu sais, les développements personnels vers le succès, tu vois. Hmm. Oui, Donc oui. il avait écrit notamment un bouquin qui s'appelait Réfléchissez et devenez riche. Ça te dit? Non. Bon, ça ne fait rien, c'est tout un courant, si Je tu veux. réfléchis souvent, mais Voilà, voilà. la thune, ça arrive pas. Y a-t-il un secret, justement, Voilà. pour que Alors ce ça arrive? bouquin, Non, non, attends, pour répondre à ma question, réfléchissez, devenez riche. Je oui, t'assure que je réfléchis beaucoup à cette façon de devenir riche. Est-ce que je réfléchis trop ou est-ce que je ne visualise pas suffisamment? voilà. Alors en fait, si tu veux, si tu ne réfléchis pas, c'est clair, hein, non, c'est clair. Ce qu'il dit est extraordinaire. Tu ne peux pas devenir riche. Tous les gens comme Ford, tout ça, on aime ou on n'aime pas, la question n'est pas là. Je sais pas, Carnegie, etc. Tous ces gens sont devenus riches parce qu'ils ont réfléchi, ils ont eu des idées. Après, bon, je ne parlerai pas des ceux qui sont devenus riches comme Bill Gates ou tout ça, et puis l'autre là qui est mort. C'est facile en piquant les idées des autres. Voilà, qui est mort là, je sais plus son nom là. Oui, Job. Job, oui. Bon, je Il sais était pas. très pauvre, Job. J'en sais rien. Steve, ouais. Ouais. Je sais pas. Non, mais Bon, je disais, c'est facile de voilà. devenir riche en piquant les idées des autres. Tu l'as Évidemment. remarqué, ça fait partie Oui, oui, aussi non, du mais jeu bien et du sûr, système tout à du jeu fait. JEU Tout à fait. et du jeu JE. Oui, oui, tout à fait. Enfin, pour en venir à ce bouquin, si tu veux, c'est un bouquin qui a été mis sous le boisseau. L'auteur ne voulait pas qu'il sorte. Donc, je ne sais pas à quelle époque il est mort, mais enfin, peut-être dans les années 50. Et donc, 70 ans. Et je l'ai lu en anglais parce qu'il n'est pas encore traduit en français. Et donc, on me demande, c'est entre deux personnages. Un blanc, si tu veux, et un noir, hein. C'est l'image. Et le noir, c'est le diable. Alors, le diable explique à l'autre comment il s'y prend pour manipuler ce monde.
les individus, etc. Il donne toutes les clés, comment il s'y prend. Donc à partir du moment où tu es lucide et que il t'explique comment il fait, toi tu peux, encore une fois, comme je disais précédemment, tu peux te dégager de ça. Tu vois ? Alors, bref, conclusion, je dois faire le rôle du diable. On m'a demandé de faire toujours le rôle du diable, et ce qui est très bien. Voilà, et donc je devrais faire ça. Tu ne crains pas qu'il y ait un retour de bâton, même en étant comédien ? Mais pas du tout, parce que le diable, là, donne tous ses secrets. Ouais. Non, c'est un livre formidable. Hein. Ah, d'accord. Ouais. D'accord, les manipulateurs sont parmi nous. Ce mec-là aurait rencontré quelque chose comme ça. Moi, je ne l'ai pas connu. Il est mort, c'est un Américain, c'est un des premiers. Voilà, il aurait rencontré quelque chose comme ça qui lui aurait expliqué toute comment il s'y prenait pour diriger le monde, quoi. Enfin, bon, voilà, manipuler tout le monde. Par exemple, lorsque tu dis surtout si ça ne vous intéresse pas, ne regardez pas, tournez le bouton, regardez ailleurs, tu incites, de façon subliminale, plus ou moins, à ne pas couper, à regarder et à continuer d'écouter. C'est une façon déguisée d'encourager, parce que la manipulation, elle fait partie du jeu aussi. Bien sûr. Aussi bien en politique qu'en amour, un peu partout, dans le commerce, dans tout. Bien sûr, c'est toujours l'histoire du pouvoir. Et là, c'est plus fort que nous, quoi. C'est en nous, cette histoire. Toi aussi, tu fais partie des manipulateurs. Mais bien sûr. Ouais. Parce que exemple concret. Non, je ne sais pas, moi. Ça peut être avec une femme, etc. Bon, tu peux très bien dire à une femme, mais vous êtes la plus merveilleuse du monde. Oui, mais quand tu dis ça, elle n'y croit plus. Hein. Ah, ça fait du bien, quand même. Ça fait du bien. Non, je pense plus que les femmes tombent dans le panneau. Hein. Ah, si tu leur dis qu'elles sont très laides, ça leur plaît pas, quand même. Peut-être ça peut éveiller leur curiosité je ne sais pas, et attiser leur désir. C'est possible, mais... Enfin, voilà, bon, c'est un exemple. Moi, je n'en sais rien, mais il y a d'autres choses. Ou bien je dis simplement bonne nuit, bonsoir, portez-vous bien, etc. Bon. C'est tous les poncifs actuels. Hein. Bonne journée, patati, patata. Alors t'en as rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Quand t'es arrivé tout à l'heure, je t'ai engueulé en te disant, t'as vu, t'es en retard. Et tu m'as regardé, tu me fais, mais merde, il m'engueule. Ben oui. Mais nous étions ensemble. Voilà. Plutôt que de dire, oh, tu sais, j'étais attendu. Non, mais c'est ça aussi, peut-être. Ça, c'est bien, ça c'était bien. Oui, vis ta vie, pour moi, c'est presque comme le Petit Prince, c'est ma Bible. Hein. Tandis que dans la vie ordinaire, oui, c'est ça. Le Petit Prince, la vie ordinaire, c'est même s'il y a une question d'intérêt, si tu veux, et que la personne te traite pas bien, tu dis oui, très bien, bon, pas de problème. Tu sais qu'on peut engueuler quelqu'un avec amour, avec tendresse et avec respect. Moi, je crie souvent, mais pour rien. Je fais semblant de crier. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Justement, crier... Non, mais crier, je parle... Quand je dis oui... casse pas les murs. Hein. Oui, non, mais je comprends. Mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi une forme de prise de pouvoir en criant... Bien sûr. En même temps, se montrant comme ça, évidemment, et oui, tu chapeautes. Ouais, non, c'est sûr. Bien sûr. En même temps. Mais enfin, comme on n'a pas envie de se laisser avoir, alors à ce moment-là, on se défend et on essaie d'avoir le dessus, quoi, d'une certaine manière. D'être vertical. Et surtout, toujours vertical. La verticalité doit être permanente. Alors, qu'entends-tu par verticalité ? Oui. Qu'est-ce que j'entends ? Oui. Tu es le deuxième être humain que je rencontre. Oui. Avec un micro. Le premier, c'était Richard Bohringer, le deuxième, c'est toi. Ah, Richard Bohringer, et tu as un peu de Richard Bohringer en toi, physiquement et dans la voix aussi. Richard me disait, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas de faire plaisir aux autres, c'est de rester vertical, de rester debout. Eh oui. Bah oui, mais pas facile de rester debout. Comme disait mon ami que j'ai bien connu, j'ai fait un bouquin avec lui, UG Krishnamurti. Pas le premier Krishnamurti. Au milieu des épines, je marche. C'était un mec merveilleux pour ça. Et dis-moi, il me disait, pas de problème, hein, si je vais pas bien, je me mets près d'un arbre et je me laisse mourir comme un chien, il n'y a pas de problème. Voilà la différence, tu vois. Ça, il était dans la verticalité à ce moment-là. Alors, Kat, qui nous écoute, enfin qui t'écoute, qui te regarde depuis le département de Lyon, écrit « Lol, bien sûr qu'on ne tombe plus dans le panneau, mais ça reste agréable à entendre par rapport aux femmes. » Évidemment, c'est ce que je viens de te dire. Ça fait toujours plaisir. On est d'accord. Toi, tu me dis non, mais moi, je te dis... Oui, mais moi, je suis un homme.
Voilà. Les femmes réagissent différemment. Voilà, mais essaye, tu vas voir. Ma chère amie, tu es la plus belle femme du monde. Tu vas voir l'effet que ça fait. Et tu crois que ça marche avec les femmes, ce genre de truc, toi? Ça marche encore? Mais évidemment. Mais qu'attends-tu pour écrire un manuel de la séduction? Non, mais il y en a plein. Hein. Déjà, ils ne sont pas forcément très bons. Mais beaucoup de gens s'y sont. Oui, mais toi, Charles-Anthony, avec ton regard, avec ton vécu. Je vais te dire. Ouais. J'ai tellement de choses à écrire que je ne m'en sors pas. Et quand même, comme je ne suis pas dans la première piste de ma vie, je suis plutôt dans la dernière. Il faut que je m'attelle, tu vois. J'ai beaucoup de choses à écrire, évidemment. Et voilà. Tu as des priorités en écriture? Et oui, j'ai des priorités, bien sûr. C'est pour ça. Alors, je t'ai interrompu. La verticalité. Et là, une des mes priorités, je vais te dire, parce que tu me poses la question, c'est je suis en train d'écrire une partie de ma biographie, tu vois. De ton vivant? De mon vivant. Mais c'est rare, ça. Mais c'est rare, peut-être, mais ça existe. Hein? Comment? Eh oui, c'est rare, mais autant le faire que pendant que tu es là. Mais le 18 juin, à ta place, il y aura Lenny Escudero. Oui. Tu as entendu peut-être parler de Lenny Escudero? Bien sûr, oui, vous connaissez. Oui. Espagnol. Mais qui vient de publier un livre aux éditions. Ah oui. Voilà, tiens, le livre est là. Claire est en train de. Et c'est quoi, une biographie? Non, c'est pas celui-là, c'est celui qui est là, voilà, ici. C'est sa biographie? C'est sa biographie. D'accord. Je trouve ça génial. Et tu l'as lu? Non, pas encore. La veille de l'émission, tu vois. Oui, voilà. Donc, ma vie n'a pas commencé 81 balais. Il a bien raison. Donc tu écris ta biographie. Voilà. Donc, ah ben tiens, ça, ce serait sympa. Est-ce que tu veux me faire plaisir, Charles-Anthony? Puisque j'ai pas résisté à te dire, allez, vas-y, fume. C'est dur, hein. Donc qu'est-ce que tu veux? Que tu le prennes et que tu fasses comme chez Ardisson, tu vois. C'est-à-dire, tu me l'offres? Non, surtout pas, je l'ai pas lu, non, mais que tu le montres à la caméra. Ah, tu vois, parce que maintenant, avec cette nouvelle technologie, tu le rapproches bien, là, voilà. Comme ça, Lenny, quand tu viendras le 18 juin, il y a un éditeur que j'aime, que j'apprécie, qui me montrera la photo là. Sans problème. Lenny Escudero. Donc cette verticalité dont tu parles, j'aimerais bien que tu en parles sans que, quand je t'interrompe, parce que je suis aussi capable de me taire. Bien sûr, c'est évident. On te connaît. Je te connais. Je sais de ce dont tu es capable. C'est au sens premier, hein, pas... donc la verticalité. La verticalité, c'est cette chose qui est en soi, qui est à trouver, évidemment, puisqu'on est là peut-être sur Terre pour découvrir cette chose-là. C'est un peu comme la Zostika aussi, c'est une verticalité, horizontalité, sauf qu'elle est en mouvement. C'est une croix en mouvement, on est d'accord. Donc le Christ, par exemple, la croix, tu as la verticalité, tu as l'horizontalité. Bien, l'horizontalité, elle est utile. C'est le monde de César, si tu veux, on va dire. Le monde de Dieu, c'est verticalité. Si tu n'as qu'un monde, ça ne suffit pas. Il faut que tu aies les deux. Tu dois être aussi bien dans l'horizontalité que dans la verticalité. Alors tu es un être complet. Si tu n'es que dans l'horizontalité, tu vas t'y perdre parce que tu vas être pris dans des tas de choses, etc., etc. Par contre, si tu as acquis cette verticalité, tu peux faire ce que tu as à faire. Comme tu disais, toi, tu es animateur de radio, tu le fais à fond, tout ça, mais tu es aussi dans la verticalité. Tu comprends? Il y a quelque chose en toi qui existe par lui-même. Voilà. Et tu n'es pas pris. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passera, je ne dis pas bien ou pas bien, mais tu ne seras pas perdu. Parce que tu seras toujours avec cette chose-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ce centre-là qui t'appartient, qui est unique, qui est toi, et qui est cette verticalité. Alors, cette verticalité, ça peut être, chacun l'appelle comme il veut, rencontre avec Dieu ou avec soi-même, ou comme disent les hindous, c'est l'Atman, hein, ou le soi, ou le ci, ou le là. Et chacun y voit son truc. Mais voilà, la verticalité, c'est la recherche, si tu veux. C'est le moine guerrier. Moine guerrier, c'est-à-dire qu'il est un soldat au plan horizontal. Il est guerrier au plan horizontal, mais en même temps, il est moine. C'est-à-dire qu'il est en même temps branché sur cette verticalité de lui-même. Tu comprends? C'est ça la différence entre les moines soldats et les simples soldats habituels qu'on peut voir en Iran ou en Irak. Ils sont plus forcément branchés sur la verticalité. C'est pas les mêmes. Tu comprends? C'est autre chose. C'est pas les mêmes guerriers. Guerrier, par exemple, dans la Bhagavad Gita,
Tu connais la Bhagavad Gita hindou. C'est un grand combat, la Bhagavad Gita. Et bon, et quand Arjuna, il doit affronter ses cousins, tu te souviens l'histoire des cousins, et Krishna commence à lui parler, lui expliquer comment, etc., comment aller au combat, comment se préparer, comment ci, comment là. Et à la fin, son devoir, il accomplit son devoir, c'est d'aller au combat face pourtant à ses cousins. Et Krishna ne lui dit pas de ne pas aller au combat, mais d'une autre façon. C'était d'une autre façon. Et donc il a acquis cette chose qui est la verticalité. Tu comprends ? Voilà. C'est pas la même que l'homme, le soldat ordinaire, ça n'a rien à voir. Un cas concret dans la vie de tous les jours de verticalité, Charles Anthony. Les verticalités, c'est quand tu es vraiment en contact avec toi-même. Et quoi qu'il arrive, je te dis, quoi qu'il arrive, tu es toujours avec toi-même. Quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, tu es toujours avec toi. Mais bien sûr. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est facile à dire, mais c'est pas évident. C'est pas facile à appliquer non plus. Voilà, parce que dès qu'il y a un problème, ça y est, tu perds la tête. Hum. Hein, tu perds la tête, tu dis merde, comment je vais m'en sortir, etc. J'ai des créanciers ou ceci ou cela. Tu commences à être chamboulé de tous les côtés, tu comprends ? Alors comment garder cette verticalité, c'est ça. Mais beaucoup de domaines. Si ta nana te quitte, par exemple, tu commences à perdre la pédale, tu peux même tuer par amour, tu vois. Et c'est ça le problème. On peut faire des tas de choses comme ça. Et donc on a perdu le contact avec cette chose-là. Est-ce que c'est clair ? Mais c'est tellement clair que c'est terriblement d'actualité en même temps. Oui, non, mais bien sûr. Mais comment expliquer aux autres qu'ils ne sont pas verticales ? Eh bien, ça, disons, c'est les rencontres. Est-ce que c'est notre devoir ? Est-ce que c'est notre mission Moi, j'ai avec pas des de guillemets ? mission. Non, Je pas n'ai pas des de émissions mission. comme moi. Voilà, exactement. Oui. Je n'ai pas de mission. Bon, je suis invité, voilà, je parle, je dis ce que j'ai à dire, bon, sans plus. Mais je ne suis pas missionné. Je ne suis pas ni Sœur Teresa, ni quoi que ce soit. Donc, voilà, chacun... et c'est pas, j'ai rien contre Sœur Teresa, la question n'est pas là. Mais chacun doit faire suivant son... Mais est-ce que tu as, comme chacun d'entre nous, une soif de reconnaissance, une envie d'être reconnu pour ce que tu es, pour ce que tu fais ? Je pense que je l'ai eu. On a tous besoin d'être reconnus, d'être aimés, d'être... Ouais, tout à fait, tout à fait. Les compliments font beaucoup plus de bien, paraît-il. J'ai vécu beaucoup avec ça. Ouais. Ce besoin de reconnaissance. Je ne vais pas dire, si ça arrive, c'est bien. Mais en gros, maintenant, je n'avais plus rien à foutre, quoi, on va dire. Parce que je me suis reconnu moi-même. C'est ça l'idée. Donc, je n'ai pas les besoins que les gens doivent me respecter, évidemment. Si je les respecte, ils me respectent. Mais je n'ai plus besoin d'être reconnu par l'autre. Je peux changer avec l'autre, mais il me voit, il me voit. Il ne me voit pas, il ne me voit pas. Ça m'est égal. Mais ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Veux-tu que je te dise, Charles Anthony ? Oui. Tu m'intimides là. Ben, c'est bien, on est content. Hein ? Oui, oui. Et alors ? C'est ton problème, c'est pas le mien. Est-ce que tu me crois ? Et je m'en fous, moi. Je ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas. Non, mais quand je dis tu m'intimides, Oui. je veux dire simplement que je sens une résonance, forcément. Oui, c'est ça. Voilà. Et tu as mis longtemps, tu dis ? Très longtemps ? Très longtemps. Et tu le savais, consciemment ou inconsciemment ? Que Tu allais mettre du temps ou que ce que tu dis aujourd'hui, la façon dont tu te comportes aujourd'hui, c'est possible, parce que dans tout ce que j'ai fait, j'ai mis beaucoup de temps. Alors, bon, même si je suis allé au top à certains niveaux, si tu veux, je ne dis pas que je ne suis pas allé au top, mais chaque fois, soit il y a rupture, il y avait un mécontentement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et donc, c'est un sens que j'ai mis beaucoup de temps, parce que chaque fois, il fallait recommencer à zéro. Putain, c'était pas facile. Ah putain. Je viens de sortir un autre livre pour lequel nous avions passé quelques heures de... Je vais baisser le micro parce que le briquet... Oui, il fume. C'est interdit à la télévision. Mais nous, on fait ce qu'on veut. Nous faisons ce que nous voulons. C'est interdit actuellement sur les plateaux. Oui. Mais à l'époque de Pollack et compagnie. Pollack, tout ça, tout le monde fumait comme des bêtes. Ouais, tu te souviens de ça ? Et à Saint-Germain-des-Prés... C'était la liberté d'expression. Au Flore, tout ça. Tout. Alors que maintenant, c'est climatisé. Est-ce qu'on peut imaginer Jean-Paul Sartre sans sa pipe ? Enfin, c'est... Enfin bon, bref, on va discuter de ça, c'est un long débat. Ah si, mais justement, mais... c'est un partage là, que nous sommes en train de faire. Disons... Plutôt que d'être confiné dans la question, première question, deuxième question, troisième question. Alors... Mais c'est vrai qu'à ce moment-là,
disons, les échanges, comme il se passait à l'époque dans les cafés, tout ça, ça devient de plus en plus réduit. Et les gens se rencontrent plutôt chez eux que dans les cafés, surtout les jeunes. Ils se donnent rendez-vous chez l'un ou chez l'autre, mais ils ne vont plus dans les cafés comme nous allions à une certaine époque. Ben évidemment. Parce que comment dire, le tissu social. Oui, oui. Voilà. Un grand mot pompeux. Voilà, c'est ça, il ne se fait plus. Ouais, tu rentres dans des cafés, bon, si il fait beau, d'accord, tu vois les gens dehors en train de fumer. Dans le café, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Oh, il y a encore quelques endroits dans Paris, encore conviviaux, on discute. Oui, voilà, la convivialité. Ouais. Alors, est-ce voulu ou pas, c'est un autre débat. Est-ce qu'on empêche justement cette convivialité? Ça, c'est possible. Moi, à ce moment, je ne suis pas sociologue, si tu veux. Mais justement, que penses-tu des réseaux sociaux? Ben, tout peut être bon. Maintenant, si tu es encore dépendant des réseaux sociaux, tout ça, bon, c'est ton affaire. Oui, je disais dans ce livre La Voix de Litlac, un autre de tes livres, tu parlais de Sœur Teresa, de Mère Teresa. Regarde, je viens de retrouver. Ah, c'est un cadeau. J'avais totalement oublié où je l'avais mis. Ces 3 mots: aime, partage, chante. Aime, c'est elle qui disait ça. Partage, chante. C'était le 23 mars 1988. Mais c'est elle qui disait ça? Non, c'était Sœur Emmanuelle. Ah, c'est pas pareil. À la salle des Cordeliers à Auch. Oui, j'imagine mal Sœur Teresa en train de chanter et d'éclater de rire. Aime, partage et chante. Oui, bien sûr. Il faut chanter. Aimer, oui. Il faut s'éclater. Il faut faire tout ce qu'il y a à faire. On est là que de passage, donc autant en profiter. Et aimer, évidemment, ça c'est l'aboutissant. Mais encore une fois, aimer, c'est très délicat parce que tout le monde parle d'amour dans notre société actuellement. Le moindre chanteur, il te dit, public, je vous aime. Je vous aime. Enfin, si la salle est vide, il dit plus ça. Tu vois parce que ça rapporte du pognon. Donc le mec, il te dit, je vous aime. Et ils disent tout ça, je vous aime, tu vois. Mais ça, je suis plutôt comme le maître zen, tu vois, qui dit, dès que j'entends le mot amour, je prends mon bâton et je frappe. Oui, je vous aime, allez, applaudissez-moi. Voilà. Oui, mais c'est aussi... Il faut une preuve d'amour, pas comme ça. Qu'entends-tu par preuve d'amour, Charles-Anthony? Mais si tu aimes quelqu'un, tu essaies de montrer les preuves que tu aimes cette personne. C'est pas seulement en lui disant « je t'aime ». Hein? À ma cocotte. Eh oui. Et Justine d'écrire, les cafés, c'est aussi très cher pour les jeunes, du moins à Paris. C'est bien dommage. Tout. Mais oui, tout est devenu... bien sûr. Oui, c'est la crise, tu rigoles, le café à 3,50 €. C'est pas cher encore. Voilà, là on peut rentrer dans un autre débat, comment on est manipulé, tous les côtés, parce que bon, mais après ça c'est un autre débat. Je suis pas forcément un spécialiste. Il n'y a pas d'autres endroits où on peut se retrouver. Ce que je disais, moi, vendredi dernier, chez eux. Vendredi dernier, la fête des voisins. Comme je dis, là où le studio se trouve, les affiches, je les ai vues, les voisins, je les ai pas vus. Non, mais les voisins, moi, je vais pas les voir. Ça suffit quand je les rencontre au syndic, tu vois, aux réunions syndicales, ça suffit. Et là, tu vois à peu près de quoi il s'agit, et c'est bon. Voilà, alors je vais pas les voir en dehors, tu comprends? Donc la revue L'Originel, tu l'as fondée en 1977. Tout à fait. Tu y es toujours. Bien entendu, tu as créé également... La revue est en stand-by maintenant. En stand-by, ouais. Oui, c'est les bouquins qui sortent. Hein. Ça fait pas loin d'une centaine de bouquins maintenant, de livres. Ah, oui, non, bien sûr. Mais comment tu les trouves, ces auteurs? Quels sont tes critères de sélection? Tiens. Les critères, j'en ai pas vraiment. Il faut que je sente que le bouquin me plaît. Évidemment, ça c'est la première chose. Et après, je fais C'est déjà un critère, Charles. C'est déjà un critère. D'accord. Et après, je le fais lire à d'autres personnes qui me disent, bon, voilà, ça me paraît bien ou ça me paraît pas bien. Puis après, je prends ma décision. Tu vois? Voilà, c'est tout simple, hein, pas plus difficile que ça. Et les auteurs viennent parce que soit par relation, ils me disent, tiens, j'ai un ami qui a écrit ça, comme tu viens de me dire tout à l'heure pour cette personne. Ça peut être une chose. Mais sinon, je reçois beaucoup de manuscrits aussi, donc mais je ne peux pas tout lire, quoi. Donc, voilà, je choisis un peu, quoi. Tu as une ligne éditoriale
figée ou... Non, elle n'est pas Non. figée. Bon, pour l'instant, par exemple, je n'ai jamais publié de roman. Mhm. Donc, par exemple, mais par contre, si Dan Brown venait me voir, Mhm. même si, bon, je connais l'histoire de Dan Brown, tout ça, je vais peut-être le publier parce qu'il va me rapporter du pognon, quoi. Donc, ça va permettre au reste de vivre. Donc, tu vois, mais sinon, pour l'instant, je n'ai jamais publié de roman, oui. La fiction, c'est un domaine qui t'intéresse? Ça m'intéresse, mais je n'ai pas publié non plus. Donc, je suis resté plutôt dans le domaine, disons, spirituel. Développement personnel. Développement personnel, ésotérisme, voilà, quoi. Tu vois. Puisque c'était mes bases au départ. J'étais beaucoup allé en Inde, etc. J'avais fait tout un travail par rapport à ça. Et donc, je suis parti avec les éléments que j'avais. Tu vois. Mais après, bien entendu, les choses m'ont rattrapé. Avec le New Age, maintenant c'est la non-dualité. Maintenant, tu as même les psychiatres qui commencent à faire de la méditation, ça tu es au courant. Oui. Je ne sais pas si tu as vu... Je vais en recevoir un dans quelques jours, là. Voilà. Un ancien professeur honoraire. Voilà, mais très bien. Devenu écrivain. Mais oui, oui, oui. Alors, par exemple, dans l'Express de la semaine dernière, tu sais, le journal L'Express, la couve, c'était un Américain qui s'appelle Rabat-Sin. Mais le mec, il vend des millions d'exemplaires. Et donc, voilà, ce que disait la couverture, c'est, voilà, Rabat-Sin qui va déstresser les Français. Alors, le mec, il est psychiatre. Donc, il a des cliniques là-bas, il va dans beaucoup de cliniques. Non, mais je ne dis pas ça, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il enseigne aux gens qui veulent, comme je disais tout à l'heure, du bien-être, du mieux-être, etc. Et pourquoi pas? Il leur enseigne un vague technique de vipassana. Je ne sais pas si vipassana, ça te dit. C'est bouddhiste. C'est une méditation, vipassana, attention au souffle, au corps, etc. Voilà. Je suis d'accord. Je connais, mais je suis pas très branché par. Voilà, c'est Voilà. tout. Tu vois. Et ça, Sans plus. C'est les nouveaux psychiatres qui sont en train de venir et qui récupèrent ces enseignements plus ou moins bouddhistes orientaux et l'adaptent à leur sauce, tu vois. Bon, voilà, donc on en est là. Bon, maintenant, ça fait du bien aux gens, ça fait du bien aux gens. Oui, tant que ça leur fait pas de mal. Mais oui, bon, voilà. c'est pas trop le truc qui me branche les dans mecs, le sens ils où. vendent, mais c'est incroyable. C'est vrai. Ah oui, millions d'exemplaires. Et même un mec, si tu veux, l'acteur Giraudot, Bernard. Bernard, oui. Oui, il avait fait un CD de méditation avec ce gars-là. Merde, comment il s'appelle? Rabat-Sin. Eh oui. Est-ce que le nom de Jérôme Mario de Serres te dit quelque chose? Bien sûr. Jérôme écrit je Il est au tenais Canada. à saluer Charles Anthony de Montréal et lui dire que jamais je n'oublierai son regard sur la représentation et la non-représentation, que son humour est à la hauteur de son recul extraordinaire sur ceux qui nous entourent. L'humour et le plaisir sont des armes magnifiques, tout comme la posture de l'arbre, un défi sur soi-même. Merci Charles, Jérôme, et merci à vous Jean-Claude. Tu vois ça, je lui réponds c'est pas. génial depuis le Canada. Je lui réponds pas. Mais tu fais ce que tu veux. Non, mais je ne sais pas s'il est là. Bah, tu peux, il est là, oui. Oui, bon, salut mon ami, je suis content que tu mettes un mot, que tu m'appelles, je ne sais pas trop. Et bon, et on se verra un de ces quatre. Pas de problème. À Montréal, évidemment. Parce que je suis invité à Montréal, mais pour l'instant, avec le froid, j'aime pas trop le froid. Je vais peut-être y aller en disant fin septembre, voilà, par là. Quoi. On m'a demandé de venir, mais voilà. Tu verras, la Web TV Étoile du Cœur est très suivie au Canada, au Québec. Puis c'est bien qu'il était au courant, apparemment. Hein. Ben oui, ça sert à ça, les réseaux sociaux aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais tu as fait ce qu'il fallait aussi de ton côté pour annoncer cette émission. Oui, moi je l'ai mis sur... non mais c'est rare. On l'a mis sur le site, l'original. Mais c'est rare. Et on a fait... Claire a pris son temps, elle a vérifié, elle m'a dit... Une newsletter. Oui, une newsletter. Elle m'a dit, mais j'ai vu que tu avais mis sur ton forum. Et toi, tu l'as bien préparé aussi. C'est normal, je veux dire... C'est un minimum de... on a beau connaître quelqu'un, le respect, c'est aussi quelque chose de... Bien sûr, non. Donc, nous, on l'a fait circuler. Maintenant, voilà. Après... Est-ce que l'on pourrait te qualifier de vagabondeur intemporel? Alors, justement, ça, je ne sais pas si tu l'as trouvé quelque part. Je me démerde. Tu te démerdes. Mais effectivement, la biographie, le début de ma biographie qui se passe à Paris... Quand j'arrive à Paris avec le théâtre, c'est surtout cette partie-là. Et ça s'appelle vagabondage intemporel. Puisqu'après,
Cette période-là, je pars en Inde. Alors après, l'Inde, tout ça, où ce sera la suite, là, ça devient l'infini voyage. Voilà. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Sur la dernière piste. Voilà. Lorsque tu es arrivé à Paris, comme tu le dis, comme tu l'as écrit, à nous deux Paris. On va dire comme ça. Ouais. Non, mais à cette époque-là, c'était quand même les années 60. Oui, oui, oui. C'était avant le 68, tout ça, mais tout était possible. On avait le sentiment qu'à cette époque-là, tout était possible. Tu as Paris, tu m'as pris dans tes bras. Voilà, exactement. Non, mais je déconne, c'est vrai. Oui, je crois que nous sommes nombreux à venir de la province, à monter ou à descendre et à dire à nous deux Paris. Voilà, et moi j'étais donc au Vieux-Colombier, qui se trouve plus ou moins à Saint-Germain-des-Prés, là-bas. Donc toute ma vie se passait à Saint-Germain-des-Prés. Je suis resté 1 an et demi à peu près à Saint-Germain-des-Prés, donc j'ai connu, etc. J'étais au cours, j'ai vu toutes les pièces de théâtre possibles, inimaginables, les films, etc. Effectivement, avec Louis Jouvet, Rému et tout le reste. Voilà, toute cette époque-là, les Enfants du Paradis, enfin, tu sais, des films merveilleux quand même, hein, les Enfants du Paradis. Sachant que le paradis, beaucoup ne savent pas ce qu'il en est exactement. Oui, une pièce, dans une salle de théâtre, le paradis existe. Bien sûr, au dernier étage. Elle poulaillait, mais il y a aussi le paradis. Tout à fait. C'était ça, où on hurlait, etc. etc. Donc, à ce propos de Carnet, parce que Carnet, je l'ai rencontré aussi à l'époque, hein, moi j'étais jeune, hein. Mais si tu veux, dans son film, qui est en 2 parties, je crois, Les Enfants du Paradis, il y a des acteurs magnifiques. Il y a évidemment Arletty, comme tu disais, il y a Marcel Héran, il y a Brasseur, etc. Il y a Barrault, qui est très bien, Barrault, là. Il n'est pas forcément bien dans Hamlet, mais là, il est très bien. Et il y a un acteur qui, pour moi, était le plus grand acteur français, et que personne ne malheureusement connaît, ou presque pas, sauf quelques-uns, qui s'appelle Louis Salou. Et il joue le comte, là, ou le duc, je ne sais plus. Extraordinaire. Après, il a fait quelques films, et malheureusement, pendant la guerre, bon, il a pris le train, on a dit qu'il s'est jeté du train, il s'est suicidé, mais enfin, est-ce qu'on l'a poussé, je n'en sais rien. C'est dommage, parce qu'il commençait à avoir de la gloire assez tard, un peu comme Louis de Funès, à 40 ans, tout ça. Et c'était un acteur prodigieux pour moi, le plus grand, français. Hein. Voilà. Louis Salou. Des images en noir et blanc qui remontent à la mémoire. Oui, quand il s'adresse à Arletty, là, au théâtre, et c'est extraordinaire. Après, quand il monte les escaliers et qu'il y a Marcel Héran qui descend et qui le provoque, hein, tu sais, et puis lui, il va vers le bain, ça, il se fait assassiner. Enfin, c'est extraordinaire. Je sais bien que tu fais partie de ces humains qui n'ont ni remords ni regrets, quoique. Non. Non, je dis simplement, cette époque-là est révolue. Cette époque-là, elle est révolue, certes. Elle est révolue. Mais tu dis aussi, ou tu écris quelque part, que le passé et le présent nous permettent de nous forger. Oui, disons que c'est par rapport à un jeune gars comme moi, à l'époque, et bon, ça reste un peu nostalgique, si tu veux, cette période, tu vois. Un peu nostalgique, mais bon, on passe le cap. On va pas rester là, évidemment. Mais c'était un temps merveilleux, même si c'était plus ou moins la fin de ce qu'on appelle Saint-Germain-des-Prés. Tu vois. Une respiration musicale. Je t'en prie. Tu aimes Gainsbourg? Très bien. Gainsbourg ou Gainsbar? Lequel? Ça dépend ce qu'il fait, hein, Gainsbourg. Quand il est dit fuck me, I fuck you, c'est délicat. Mais comme tu parlais de cinéma. Oui, non, mais sinon. 1, 2, sound check. It's okay.